stratégie d'investissement et stratégie d'allocation pour commencer avec Alice Ducrot qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure, gérante chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On parlera spécifiquement de la classe d'actifs actions, mais globalement, comment on réfléchit à construire une allocation stratégique aujourd'hui dans un contexte de marché où beaucoup d'investisseurs évidemment voient d'un très bon œil le retour des rendements obligataires avec la hausse des taux. Et malgré cela, on a toujours une volatilité sur ces marchés obligataires qui reste très importante, beaucoup plus élevée que sur les marchés actions, dont la volatilité n'a cessé de baisser d'ailleurs depuis un mois. Qu'est-ce que ça inspire comme réflexion quand on construit des allocations stratégiques pour ses clients ? Alors effectivement, pour construire un portefeuille aujourd'hui, on a eu, une fenêtre qui s'est ouverte depuis déjà quelques mois sur la partie crédit. Donc aujourd'hui, on sent que ça se resserre un petit peu, et donc il faut embarquer des rendements qui sont connus sur. Nous, on fait pas mal de crédits en investment grade sur de l'euro, de manière assez classique. Et donc, selon la date d'échéance, aujourd'hui, on peut verrouiller des taux de rendement sur des titres, sur des stratégies, que ce soit sur des obligations en direct pour des portefeuilles avec une certaine capacité, mais aussi à travers des fonds à échéance qu'on va aussi panacher. On a vu toute une gamme de fonds à échéance qui se sont créés bien à propos en 2022. Donc on a la possibilité de rentrer sur ces fonds. C'est certain que le rythme de hausse des taux des banques centrales de l'année dernière, qui était quand même pas tout à fait anticipé. On savait pas que, on n'aurait pas imaginé qu'on allait passer de 0,5 à 4,5 sur le taux de référence de la Fed, nous a permis de revenir à des portefeuilles équilibrés avec une source de rendement et de performance pour les clients privés qu'on n'avait pas depuis le début du QE en fait. Ouais. Donc effectivement sur la partie obligataire, on a la possibilité d'avoir des produits à nouveau. Après, l'autre question, comme vous le disiez, sur les marchés actions, on est très topiche. Donc, on est sur des marchés qui sont très hauts, notamment sur les marchés européens. Ouais. Donc, le CAC 40, évidemment, on ne peut pas passer à côté. En fait, dans ces moments-là, alors, ça dépend déjà de l'horizon de temps. Nous, notre stratégie d'investissement, elle s'inscrit plutôt sur du long terme. Donc aujourd'hui, la question, c'est de se dire, par exemple, sur LVMH, qui publie. En même temps, à chaque fois qu'il y a une publication d'LVMH, on voit de très bons résultats et ça rebondit. Mais est-ce qu'on peut encore rentrer sur un titre comme LVMH ? En fait, on se posait déjà la question il y a 2 ans, il y a 5 ans, et la réponse est oui. Parce que les résultats sont au rendez-vous, la croissance du chiffre d'affaires, les relais. Là, on voit aussi que la diversification du groupe et notamment la reprise du trafic des voyages permet à des divisions comme celles qui sont présentes dans les aéroports ou même à Sephora de reprendre aussi un bon rythme de croissance par rapport à ce qui était en 2022 et avant. Donc, l'idée pour un investisseur et pour nous, gérants de portefeuille, c'est de commencer à mettre des billes, en fait, au moment où on commence à construire le portefeuille et puis petit à petit travailler le prix de la ligne, mais dans une optique de détention de long terme, oui, on peut encore acheter du LVMH. Ouais. Oui, c'est le point de croissance de LVMH n'est pas forcément si cher que ça. Quand on regarde la croissance publiée, délivrée et embarquée pour un groupe comme LVMH, quand on rapporte ça à la valorisation du groupe, finalement, on est encore à l'aise avec ce genre de profil. Oui, et puis, alors, il y a 2 choses. Déjà, quand on la compare à ses peers, donc par exemple à Hermès, que l'on porte aussi, mais que l'on a peut-être on peut alléger un petit peu parce que la valo est quand même plus élevée, la valorisation. Eh bien, LVMH reste attractif en comparaison. Après, on peut regarder le luxe dans son ensemble. Et là, par exemple, sur les États-Unis, nous, on aime bien Estée Lauder. Nos portefeuilles sont très internationaux et d'un point de vue plutôt allocation, donc les marchés américains, on pourra y revenir, présentent un réservoir avec un début d'année qui est quand même beaucoup moins pushy que sur l'Europe. Donc, Globalement, effectivement, de quelle manière on a envie de s'exposer au marché actions dans un contexte où certains indices sont un peu topiches, vous l'avez dit. Donc, il y a les historiques, la qualité, la croissance avec le secteur du luxe, un profil comme Estée Lauder. Au-delà de ça, quel type de secteur, quel type de profil d'entreprise est-ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui pour s'exposer au risque action ?
Alors, le risque action, il est aussi sur le potentiel de décélération de l'économie à court-moyen terme. Alors, savoir où on va, comment on va, lender, on peut faire beaucoup de prévisions, mais dans ce type de marché, les valeurs de qualité, de croissance, rentables, avec des bilans solides tels que celles que l'on sélectionne, nous, dans les mandats que l'on propose, qui sont composés de ce qu'on appelle core holding, donc qui sont triés selon des filtres quantitatifs et qualitatifs, nous permettent d'être sereins, en fait, dans des marchés qui peuvent baisser. Et donc, c'est des valeurs qui baisseront moins. Et c'est aussi comme ça qu'on fait de la performance, c'est en perdant moins d'argent dans des marchés baissiers. C'est une approche que l'on a. Oui, je comprends. Effectivement, avec un marché qui a été quand même très, très cyclique en début d'année et une rotation ou un renversement peut-être de la hiérarchie sectorielle à compter du mois de mars. Par rapport au secteur, en fait, là, on voit que la santé s'est bien reprise sur le mois de mars. Typiquement, dans les portefeuilles boursiers, on va avoir une exposition aux valeurs de santé qui sera assez importante. Ouais. On ne va pas forcément suivre le marché et se dire tiens, la santé, il n'y a plus. Au contraire, la consommation de base, la santé et la conso de base, plus largement des Procter et autres, peuvent vraiment, dans des marchés un petit peu volatiles, parce que le marché ne va pas monter au ciel sans un peu de volatilité. Donc, c'est des titres qu'on a envie d'avoir, nous, dans nos portefeuilles. Et justement, des titres de consommation proches du consommateur final, ça pose la question du pricing power dans le contexte inflationniste du moment. Est-ce que, oui, on a confiance dans la capacité de ces groupes à préserver le niveau des marges qui a pu être atteint d'ailleurs ces derniers trimestres? Oui, on voit sur les publications là, dernièrement, notamment Procter, que les marges sont quand même plutôt préservées. Donc ils ont réussi à suivre l'inflation des matières premières. Bon, après, en plus, l'inflation, là, on espère qu'on arrive quand même au bout et que les politiques des banquiers centraux vont payer finalement. Et toujours dans une logique d'allocation, effectivement, vous disiez, le marché américain, on en parlera spécifiquement avec Thierry dans quelques instants, mais il y a un rééquilibrage à faire peut-être entre le marché américain et européen par rapport à la dynamique de marché qu'on a vue depuis 6 mois maintenant, qui a été très profitable à l'Europe. Oui, il y a deux types d'investissements et d'approche du marché. Il y a ceux qui achètent ce qui monte et qui achètent tout en haut de ce qui est déjà monté. Momentum. Qui se disent, tiens, c'est maintenant. Et il y a ceux qui se disent, qui sont un peu contrariants, où on s'inscrit dans des dynamiques de plus long terme, où on va aller chercher des marchés qui ont moins profité de l'appétit des investisseurs sur les dernières séances, semaines. Donc typiquement, on a les US, on a encore pas mal de titres qui restent à des niveaux inférieurs à leur record précédent, ce qui n'est pas le cas pour le CAC qui, par exemple, est sur un record. Donc ça, c'est une bonne façon d'aller chercher des titres qui ne vont pas forcément être sur le devant de la scène, mais qui vont permettre de rentrer sur des points de prix qui nous semblent, nous, attractifs. Comment vous regardez à ce titre les grandes valeurs technologiques américaines, mais pas que. Il y a de la tech un peu partout dans le monde, forcément. On a tendance à penser qu'elles sont vraiment incontournables en fait, et que sur certains titres là, typiquement, on a des points d'entrée. Alors, on peut regarder Amazon qui vraiment, il y a un point d'entrée sur Amazon. Après, le modèle est complexe, force est de constater qu'on peut rentrer aujourd'hui à Amazon à un prix décoté. Et la tech mondiale, et notamment le secteur des semi-conducteurs, vous parliez d'ASML qui fait partie aussi de nos core holdings depuis, de manière assez historique, ça fait plusieurs années qu'on l'a dans nos portefeuilles. Elle publie bien, les carnets de commandes sont remplis. Il y a d'autres thématiques, notamment sur la thématique de la transition énergétique, où on est assez présent, qui n'a pas vraiment été porté par les investisseurs depuis le début de l'année, mais clairement, à horizon 5-10 ans, c'est des thématiques qui sont incontournables. Demain, on va avoir la publication de GTT, par exemple, ouais. Donc, qui est un peu décevante sur son parcours après un très bon parcours 2022. On regarde aussi des titres en direct comme Vestas, au niveau US des Eaton, par exemple. Et puis, on va construire aussi des positions dans les portefeuilles à travers une sélection de fonds spécialisés pour aller sur des plus petites capitalisations, sur des pure players. Et donc, jouer des thématiques qui ne sont pas forcément mises en avant tout de suite, mais qui, pour nous,
porte, disons, une croissance séculaire certaine à court, même à moyen terme. Ce qui pèse sur ces titres-là, c'est que souvent, il y a des fortes capex, et donc les capex sont contraintes par les taux actuels. Mais les taux, je veux dire, si on se projette, alors je ne sais pas si c'est à 2 mois ou 6 mois, vont finir par se normaliser, éventuellement à baisser. Aujourd'hui, la Fed a quand même une bonne marge de manœuvre, et puis on a tous les plans aussi d'investissement qui se concrétisent. Oui, et de ce point de vue-là, les fondamentaux de la thématique transition énergétique ne sont absolument pas abîmés, ils sont même peut-être renforcés. On en parle. De toute façon, il y a toujours une décorrélation entre l'actualité économique et la bourse, en fait. Donc on le voit aujourd'hui, il y a quand même pas mal de stress et de risques. Et on n'est pas dans une configuration qui est parfaite, et pourtant on a des indices qui rebondissent très fort. Donc il y a un décalage. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est justement d'utiliser ce bruit macro, ce décalage, pour rentrer sur des titres à des prix qui nous semblent attractifs. Et c'est le cas sur des titres comme Vestas ou GTT qu'on citait juste avant. Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces quelques éléments d'une stratégie d'investissement globale, partant de l'allocation d'actifs pour refléter également votre stratégie sur les marchés actions. Alice Ducrot, gérante chez Bordier & Compagnie, qui était avec nous, l'invitée de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.